particulièrement à Thierry. Merci à toute l'équipe de techniciens qui fait qu'on a de l'image et du son aussi. Merci au festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo qui permet tant de belles rencontres. Et enfin, merci à tous ceux et celles qui m'ont soutenu pour préparer cette intervention et qui se reconnaîtront. Donc, dans un entretien avec Louise Gauvin, publié à Pointe-à-Pitre en 1991, Édouard Glissant explique qu'aujourd'hui l'identité est forcément multilingue, contrairement au XVIIIe siècle par exemple, où l'imaginaire d'un écrivain était plutôt monolingue même s'il parlait plusieurs langues. En fait, même si on parlait l'anglais ou l'allemand, on pensait, on imaginait dans sa propre langue. Aujourd'hui, selon Édouard Glissant, nous sommes en contact avec plusieurs langues, même si nous ne les parlons pas, par les médias, par les journaux. Alors, plus étonnant à première vue, d'après lui, nous sommes en contact avec plusieurs univers. Il prend l'exemple du bantou. Même si nous ne parlons pas un mot de bantou, si nous voyons un paysage bantou, cela nous immerge dans cet univers et cela nous met en contact avec cette langue. Édouard Glissant remplace ainsi la notion de pays par celle d'archipel, ce qui présuppose un contact des cultures, un contact des identités, mais aussi un contact des langues. Et pas seulement, dit-il bien, dans les anciens pays colonisés, dans les pays où une langue est en situation de fragilité. La langue qu'on écrit fréquente toutes les autres. Cette notion est importante pour des auteurs qui écrivent en français, mais dont ce n'est pas la seule langue. Alain Mabankou le dit bien, il faut se méfier de la notion de francophonie, parce qu'elle n'est pas exempte de hiérarchisation implicite. Soit on la prend au pied de la lettre. La francophonie, c'est parler français. Dans ce cas-là, tous les écrivains, métropolitains ou non, sont francophones, puisqu'ils parlent français. Soit on nomme francophones les écrivains non métropolitains, et on voit bien immédiatement le problème. On les classe dans une autre catégorie. Ils parlent un autre français, ils viennent d'un autre univers. Donc, premier problème, la généralisation. On met des écrivains très différents dans une même catégorie. Deuxième problème, une espèce de hiérarchie qui ne dit pas son nom et qui donc ne convient pas. C'est pour ça que j'ai mis cette notion entre guillemets, je l'ai placée parce qu'elle est connue, mais Alain Mabankou engage à la remplacer par celle de Littérature Monde qu'il a développée au Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo. Cette nouvelle notion, qui valorise les échanges, tient compte de la diversité et permet aussi d'inclure les écrivains métropolitains. On aura le cas de Le Clésio, qui se définit lui-même comme mauricien, bien que résidant en France, et d'Alice Zéniter, qui pose des problématiques analogues à celles de notre corpus. Alain Mabankou, qui cherche à dépasser la notion de négritude et fait l'éloge de la migration, donc de la multiplicité des échanges et des cultures, écrit « J'emprunte à l'oiseau l'incertitude du prochain buisson. Je ne sais quel temps il fera de l'autre côté de la migration, mais le monde s'ouvre à moi, riche de carrefours. Son exigence majeure, rester homme jusqu'au bout tant que les arbres s'enracineront dans les terres, dit bien que le monde est son langage, titre de son autobiographie, identité plurielle, faite de voyages et d'écriture. Donc, comment dire le monde dans sa complexité? Comment dire le lien entre la vision de soi et des autres, donc l'identité dans son aspect mouvant, changeant? La poétesse ivoirienne Tanela Boni, qui elle aussi se définit comme une hirondelle aux ailes nues, dit « La poète cherchait les lettres du mot juste ». Encore une fois, importance des mots, de la manière dont on raconte, dont on construit le monde, dont on le fait comprendre. Ce corpus est un corpus subjectif. Un corpus qui permet de faire entendre la voix d'auteurs qui me sont chers. Il sera donc forcément partiel, même si j'ai essayé de privilégier une recherche de variété et de diversité dans les genres. Aucune généralité, aucune interprétation faussement universalisante, sinon on retombe dans les problèmes cités plus haut. Mais écoutez et cherchez à entendre pour mieux les comprendre quelques grandes voix. Donc, il ne sera pas toujours possible de répondre à la question « Pourquoi écrire en français ?», puisque les écrivains eux-mêmes ne souhaitent pas toujours y répondre. On se posera la question de l'identité. Quelle représentation de soi pour l'écrivain à travers son personnage ? Encore plus quand le personnage est différent de l'auteur, dans quelle mesure? Qu'est-ce que l'auteur dit, fait voir ou fait entendre? Qu'on croisera avec celle de l'altérité. Comment faire entendre une vision du monde à travers le français?
comment valoriser le mélange, le multiculturalisme. Le choix des portraits de femmes permet d'abord de montrer des personnages marquants et forts, qui sont des modèles malgré leurs failles. Fréquemment, il y a un lien autobiographique, plus ou moins revendiqué selon les cas. Souvent, elles doivent composer avec la réalité. Elles permettent une forme de conciliation, de compromis, qui n'est pas un abandon ou une lâcheté, mais la construction d'un lien, tout en faisant le maximum pour maintenir et faire advenir ce qu'elles sont. Donc, outre la joie de faire partager de très beaux moments, elles permettent de croiser les objets d'étude. J'ai choisi un plan en 4 parties, même si tout classement est artificiel, parce que les auteurs ne sont pas faits pour être classés dans l'une ou l'autre partie, n'est-ce pas? Mais pour ce voyage, pour écouter ces voix avec humilité. Donc, première partie, des souvenirs familiaux à l'écriture. Deuxième partie, la nature comme trait d'union. Troisième partie, des femmes fortes et marquantes. Quatrième partie, rêver et s'évader. Donc, première partie, des souvenirs familiaux à l'écriture. On va retrouver 3 points forts chez les auteurs de cette première partie. Tout d'abord, des œuvres inclassables. Si vous cherchez Dany Laferrière, il est classé prudemment en récit. C'est très vague, c'est sans risque, et ça ne dit pas grand-chose. Marie Scondé, pareil. Estelle Sarrabul est classée en roman, mais la part autobiographique reste forte. Elle est clairement revendiquée pour Dany Laferrière et pour Marie Scondé. Donc, d'ores et déjà, une affirmation de liberté et de multiplicité. Ensuite, 3 personnages féminins qui sont liés à l'écriture, qui ont encouragé le passage à l'écriture, alors même qu'elles ne sont pas écrivains professionnels. La grand-mère de Dany Laferrière, la grand-mère de Marie Scondé, la tante chez Estelle Sarrabul, aucune n'est écrivain. Donc, certes, la tante Antoine chez Estelle Sarrabul est célèbre pour ses récits, mais Victoire, elle, ne parle pas. Donc, et d'ailleurs, la narratrice n'a d'elle qu'une photo. Chez Dany Laferrière, la chaleureuse et forte grand-mère Da, dont on souligne le peu d'aisance financière, permet les rencontres, ordonne les destinées de son petit monde, mais là encore, elle n'écrit pas. Le personnage féminin, ça va être celui qui transcende les difficultés, mais qui n'est pas connu, celui qui transmet avec modestie, qui permet d'exister alors même qu'il a parfois souffert, et donc celui qui aide à être soi-même. De la part des auteurs, écrire permettra donc de réparer cet oubli, de rendre hommage à ces personnalités marquantes et fortes, de recréer, reconstruire ce lien qui a permis la transmission. Donc, nous allons parler de Dany Laferrière vers d'autres rives. C'est un récit autobiographique qui comprend beaucoup d'éléments de l'odeur du café et qui fait suite à Autoportrait de Paris avec chat, qui est également un roman dessiné. Autoportrait de Paris avec chat, d'ailleurs, on pouvait se demander, portrait de la ville ou portrait de l'auteur? Sans doute les deux, surtout que Paris est une ville littéraire et artistique. L'autoportrait pour Dany Laferrière, c'est créer, recréer et mettre en place un chemin littéraire, construire l'écrivain qu'on est, s'interroger plus ou moins directement sur l'identité. D'ailleurs, en 4e de couverture, Dany Laferrière écrit « J'ai toujours cru que la différence première était entre les nomades et les sédentaires. Je dis nomade sans voir uniquement le corps. L'esprit, le cœur peut l'être. J'englobe aussi les idées, les formes, les couleurs, les sensations, les sentiments comme les émotions. Quel tourbillon, la toupie de mon enfance. Quelle joie d'aller vers d'autres rives, même douloureuses. » Vers d'autres rives, d'emblée, ce titre signifie l'exil et le mouvement. La mort et la vie, on sait que l'autre rive, c'est aussi la mort parfois. Volontairement, ça reste indéfini. Cette volonté d'être nomade, c'est pas une théorie. Dany Laferrière, c'est celui qui a voulu accueillir à Haïti dévasté par le tremblement de terre la nouvelle de son élection à l'Académie française. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mis en pratique. Et ça pose la question de l'autoportrait. Quelle part de vérité dans l'autoportrait et à qui est-il destiné? Dany Laferrière dit souvent qu'il rend hommage à son lecteur qui a une tâche au moins aussi difficile que lui. Le lecteur, selon lui, c'est lui qui crée l'écrivain. À bon lecteur, bon écrivain, d'une certaine façon. Donc, ce portrait, il est destiné à tous. Dans un autre roman, Dany Laferrière titre
Je suis un écrivain japonais. Donc ce titre assez humoristique, outre la présence d'agents secrets japonais pas très crédibles, dit bien que l'écrivain ne peut être classé dans une catégorie définitive. Derrière l'humour, il y a quelque chose de très intéressant et de très important de dire l'écrivain, il n'est pas d'un pays, il n'est pas d'un groupe ethnique, il n'est pas d'un groupe culturel, il peut s'adapter. L'écrivain peut être assez universel pour s'adapter au lecteur, et donc évidemment le lecteur lui aussi peut s'adapter. Donc un engagement contre une classification qui peut être toujours discriminatoire. Donc première version de l'identité, non fixe, non cloisonnée. La métaphore du voyage et de la toupie, une toupie ça tourne et ça revient à ce qu'on est. L'enfance c'est un moment de créativité et de liberté, qui n'est pas idéalisé, mais c'est un point de départ. Sur la page de garde, Dany Laferrière écrit « J'ai toujours rêvé d'une biographie qui exclurait les dates et les lieux pour ne tenir compte que des émotions ou des sensations, même fugaces. La première fois que j'ai vu une libellule, la fois que je suis entrée dans la mer en ignorant qu'il fallait savoir nager, la fois que j'ai assisté à l'exécution d'un prisonnier politique près du cimetière de Port-au-Prince, le dernier regard de ma mère nous voyant partir en exil, ma première promenade dans la cour de l'académie, et toutes les fois que j'ai regardé un ciel étoilé en espérant trouver la Niña Estrellita. On remarque d'emblée, j'ai toujours rêvé d'une biographie. D'une biographie, pas d'une autobiographie, on ne se limite pas à sa situation particulière. L'identité est construite, ou au moins choisie. Les sensations, les moments importants. Autour du texte, il y a des étoiles, comme des lumières, des repères. Et on voit bien que Dany Laferrière, qui se représente ici en bas, ne se représente pas d'une manière fortement mimétique, imitative. Un aspect volontairement naïf. Sur la page de garde, il y a un nuage gris qui entoure l'auteur. Donc l'importance du passé, les rêves, tout ce qui est à comprendre et à construire. On remarque aussi ce mélange sans transition. Individuel et collectif, bonheur et moments affreux. On a le prisonnier politique et la mère. On se rappelle là aussi que le père de Dany Laferrière était un dissident politique, ce qui a fait que Dany Laferrière a dû s'exiler et n'a pas revu son père. Donc, à Saint-Malo, et comme toujours chez Dany Laferrière, qui dit des choses très sérieuses, avec l'élégance de l'humour et avec beaucoup de sourire, il dit « Je ne sais pas dessiner, mais mon éditeur m'a fait confiance », ce qui est sans doute aussi interprété comme une exploration. Ne pas se figer, ne pas construire définitivement. On essaye de mettre en forme son passé, de le mettre en page pour orienter son présent, mais sans jamais s'enfermer. Et se limiter aux sensations, comme il le dit là, c'est aussi ce qui est transposable, universalisable, ce qui dépasse les frontières. La première partie, à laquelle nous allons nous intéresser, c'est la cuisine de Da. On y voit des plats colorés, et là aussi un portrait de femme pas vraiment mimétique. Une image de la cuisine et de la femme, un peu à la manière d'un tableau de Matisse, puisque ce livre est dédicacé pour mon petit-fils Connor, qui a 2 ans, a pointé un doigt ferme vers un tableau de Matisse, intérieur à Collioure. Matisse disait justement qu'il y avait d'autant plus besoin d'art que la pauvreté et la guerre régnaient. Matisse n'est pas figuratif, Matisse montre de manière symbolique, un peu déviée. Matisse donne une force, une puissance à ce qu'il montre. Intérieur à Collioure, c'est le soleil, c'est un abri. Et ça ressemble d'une certaine façon à ce que valorise Dany Laferrière. Je veux dire, peut-être bien que son petit-fils a pointé la main vers un tableau de Matisse. Peut-être bien aussi qu'il nous dit autre chose avec ça. La cuisine de Da. L'art le plus proche de l'écriture reste, à mes yeux, celui de la cuisine. La longue cuisson, les épices fraîches et cette exigence simple. Ne jamais quitter des yeux une chaudière sur le feu. Bien sûr que vous pouvez vous déplacer un moment, en prenant soin de baisser le feu ou de ranger le manuscrit dans un tiroir. Pardonnez-moi de croire encore que c'est un travail manuel. Sachez tout de même que le repas, comme le roman, vous habite, même si vous n'êtes pas dans la cuisine ou en train d'écrire.
J'imitais ma grand-mère en tout, je m'étais fait dévorer le nez par des moustiques affamés. Justement, voici Absalom qui remonte la rue Lamar avec un seau de poisson frais sur l'épaule. Il revient de la mer, cette mer turquoise qui scintille au bout de notre rue derrière les cocotiers. Il offre 2 gros poissons à ma grand-mère qui m'envoie en jeter un dans la chaudière et donner l'autre à notre voisine Thérèse, qui en retour m'offre de l'huile, du sel et de la farine. Le gros poisson rose, encore vivant, me regarde droit dans les yeux. « Je n'ai jamais vu un pareil poisson, ça doit être une prise d'Absalom, dit Thérèse déjà prête à sortir. Je reviens m'asseoir à côté de ma grand-mère, jusqu'à ce qu'une marchande de légumes se rappelle le café que Da lui offre chaque après-midi. Elle revient sur ses pas pour nous proposer quelques ignanes, des carottes, des aubergines que je cours jeter dans la grande chaudière d'eau bouillante. Maintenant, il faut attendre le miracle de la lente cuisson. Des aliments qui fondent doucement jusqu'à perdre leur singularité pour nous faire une bonne soupe de poisson. Un feu doux enveloppe cette soupe au poisson. Comment a-t-on pu faire cette soupe au poisson? Observons la magicienne au travail. C'est de ma grand-mère que j'ai reçu la première leçon d'écriture. Sans aucune réserve dans le placard, ni un sous-vaillant dans la poche, elle n'hésite pas à mettre une marmite sur le feu, avant d'aller s'asseoir sur la galerie pour attendre calmement qu'un événement se produise. Da était en train de nous raconter l'histoire du poisson amoureux, quand Absalom pointa avec un seau rempli de poissons. Aucune émotion sur le visage de Da, alors qu'elle savait que le sort de la journée se jouait à cet instant. Da a l'habitude d'offrir du café chaque après-midi aux gens qui passent devant chez elle. Après quelques gorgées de café, on raconte sa journée. C'est ainsi que Da se tient au courant des affaires de la cité. On sait que le fils d'Absalom est à l'hôpital et que Thérèse fait des démarches pour trouver du travail au bureau de poste. Da aide discrètement ceux qui sont en difficulté. Ainsi, les gens sont unis par une tasse de café. D'emblée, on n'a pas de portrait physique. On ne sait pas non plus, à part dans l'odeur du café où il dit que c'est une vieille dame au visage serein et souriant, à quoi ressemble Da. C'est une magicienne. Donc, là aussi, l'identité, ce n'est pas l'apparence, c'est par les actes. Et les actes, c'est aussi ce qui peut nous réunir. On définit Da, même pas par son caractère, ce qui sera encore un cloisonnement, mais par ses actions. On construit qui on est libre de le faire, malgré les circonstances parfois contraires. Il n'y a rien de fixe ni définitif. On voit l'image humoristique du petit garçon au nez rougi par les moustiques, et avec son énorme poisson, et de la grand-mère avec une pipe. Peut-être bien un clin d'œil à George Sand, qui elle aussi avait tout un monde auprès d'elle, qui elle aussi avait sa cuisine à Nohant. On se rappelle que Dany Laferrière connaît parfaitement la littérature française, francophone, française, métropolitaine, peu importe comment on l'appelle, la littérature monde en français. C'est de ma grand-mère que j'ai reçu ma première leçon d'écriture. Comme la cuisine, l'écriture, c'est la lenteur, l'observation, l'attente. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est un lien au quotidien. La communication, l'apprentissage. On se constitue en acceptant de laisser le réel nous façonner. Les éléments perdent leur singularité pour nous faire une bonne soupe de poisson. Il n'y a pas d'enfermement, mais l'union et la rencontre permettent de se retrouver plus riches. Certes, on abandonne une part de soi, mais c'est comme ça qu'on se trouve. Une attente, modeste, mais joyeuse et souveraine. Da aide discrètement ceux qui sont en difficulté, aucune émotion sur son visage. Un réalisme, on façonne le monde autour de soi. Dany Laferrière ne commence pas par des sujets internationaux, il en parlera ensuite, les peintres haïtiens, la guerre. Il commence par le tout petit monde de son enfance, la base de la toupie. L'écrivain, ce n'est pas celui qui change le monde immédiatement. C'est celui qui a un point d'ancrage, un refuge, une stabilité, mais qui ne refuse pas l'extérieur. La toupie peut changer de point d'appui, mais elle continue à tourner sur elle-même et elle revient à son point d'origine. À partir des racines, la multiplicité et la diversité sont possibles. Le café, lui aussi, n'est pas exempt de symboles. C'est un breuvage exotique qui réunit l'amertume et le sucre, la pauvreté et la richesse. C'est le mélange. Autour de Da, il y a quelques points de repère et la liberté. Et de fait, on n'a même pas son prénom. Dans l'odeur du café, il dit « il faut l'appeler Da, Da tout court ». Attendre qu'un événement se produise, c'est surprenant. L'écrivain, c'est plus le roi, c'est plus celui qui crée, c'est celui qui est en attitude d'humilité et de franchise par rapport au réel.
Réinventer et réécrire son autobiographie, c'est ça aussi. C'est montrer que le réel ne se laisse jamais définitivement peindre. Dans Pour une littérature monde, le même manifeste publié à Saint-Malo, Laferrière explique ce que lui ont apporté ses livres en français. Beaucoup de belles rencontres, entre autres avec des charmantes jeunes femmes. Donc, modestie, humour, sourire, comme d'habitude, on est chez Dany Laferrière, mais il faut le prendre très au sérieux. La littérature monde en français, ça veut dire que le français peut être la langue d'une rencontre. C'est pas la langue d'un impérialisme, c'est pas seulement la langue de la colonisation, mais c'est aussi une langue qui permet de rencontrer l'autre et de valoriser la diversité. C'est une langue qui est encore parlée ou appréciée dans de nombreux pays et qui permet de se rencontrer. Donc c'est pas la conception traditionnelle de la francophonie, la puissance française, etc., etc. C'est le français pour aller vers les autres, le français comme passerelle humble vers la différence. Une vision lucide mais optimiste, Dany Laferrière parle des horreurs vécues aussi, mais le français pour voyager et faire de belles rencontres. J'écris comme je vis, alors là aussi, on peut un peu dire qu'il y a une multitude de sens. L'auteur est comme Da. On ne sait pas la réalité de leur vie, on n'est pas sûr de ce qu'on connaît. Ils veulent bien en montrer une partie, mais on ne sait pas vraiment. Mais ils racontent le monde, ils agissent sur le réel et ils réunissent. L'identité est constituée, mais aussi cachée par la rencontre avec l'altérité. Le monde coloré, joyeux et retrouvé, préservé et un peu perdu aussi. Donc, Marie Scondé, j'ai mis une photo de cette grande dame parce que qui a le privilège de rencontrer une fois Marie Scondé ne l'oublie pas. Victoire, les saveurs et les mots. Donc dès le titre, elle montre une union de la cuisine et de l'écriture, et là pour le coup dans une posture un petit peu universelle. Elle dit « J'ai inventé ma grand-mère » avec une position encore plus fragile que celle de Da. Da était pauvre, mais elle était appréciée de sa communauté. Elle avait une respectabilité sociale. Victoire a été enceinte très jeune. Elle était mère célibataire. Elle a dû s'exiler de chez elle et porter le poids de la honte, et qui plus est le poids d'avoir volé le fiancé de sa première employeuse, bien involontairement bien sûr. Le fiancé en question était un coureur de jupons. Mais c'est Victoire qui va porter le poids de ce qui est presque un viol subi à 16 ans. Morte bien avant la naissance de l'auteur, celle-ci n'a d'elle qu'une photo. Et son prénom, Victoire Élodie Kidal. Donc dès le début, Marie Scondé dit au moins elle a un patronyme qui sonne bien, qui sonne comme une médaille en bronze, après à la place de mon pauvre petit prénom, Maryse. Donc, deux réalités en opposition pour cette grand-mère, une position sociale extrêmement difficile, mais une force intérieure et un mystère. Sans revendication et sans bruit, d'une certaine façon, Victoire a gagné. Elle suscite l'intérêt et elle est reconnue. Marie Scondé interroge sa mère, la fille de sa grand-mère, mais sa mère a du mal à évoquer son histoire. En effet, sa mère, que Marie Scondé qualifie de noiriste avant l'heure, a honte de la grand-mère qui a grandi chez les Blancs, qui a travaillé chez les Blancs et qui a donc élevé sa fille chez les Blancs. Donc, j'ai inventé ma grand-mère, c'est une parole forte, une parole qui dit la construction familiale et individuelle d'une identité. On ne se laisse pas dicter ce qu'on est par les circonstances. Certes, il faut les accepter, et nul mieux que Marie Scondé, nul mieux que Victoire ne le sait. Mais on compose. Le premier travail de l'écriture, le premier travail de l'écrivain, c'est d'inventer le récit familial. On ne peut construire une fiction que si on est au clair avec son récit personnel. Tout commence par l'identité, mais une identité au contour à définir. Et on va voir le portrait physique de Victoire. Elle est morte bien avant ma naissance, quelques années après le mariage de mes parents. Je ne connaissais d'elle qu'une photographie couleur sépia signée Catan, le meilleur artiste de l'époque. Posée sur le dessus du piano où je faisais mes gammes, la femme qu'elle représentait portait une robe ornée d'un large col de dentelle, ce qui lui donnait l'air d'une écolière. Impression renforcée par ses formes menues. Ses pieds minuscules étaient chaussés de souliers vernis à barrettes, pareils à ceux d'une première communiante. Un collier graine d'eau
enserrait son cou délicat. Quel âge avait-elle? Était-elle jolie? Je n'aurais su le dire. En tout cas, elle arrêtait le regard, qui ne pouvait plus se détacher d'elle. À chaque fois, sa vue me causait un certain malaise. La mère de ma mère avait une peau d'une blancheur australienne. Ses yeux pâles à la Rimbaud, enfoncés dans leurs orbites, étaient réduits à 2 fentes asiatiques. Elle fixait l'objectif sans l'ombre d'un sourire, sans nul souci de paraître gracieuse. Son mouchoir à 2 pointes signifiait une statue impérieuse. Quitter mouchoir pour chapeau, quitter le mouchoir et prendre le chapeau, était alors l'expression qui saluait l'ascension sociale féminine. Bref, elle détonnait dans mon univers de femmes en capeline de paille d'Italie, d'hommes cravatés en costume 3 pièces de fil à fil, tous nègres noirs bon teint. Elle me paraissait doublement étrangère. Donc, on remarque l'aspect doublement étrangère et les yeux pâles à la Rimbaud. Rimbaud lui aussi est sorti des sentiers battus, Rimbaud lui aussi est venu d'une famille relativement modeste, aux prétentions bien arrêtées, et lui aussi a mis des couleurs sur une nouvelle vision du monde par une poésie hors du commun. Et Dany Laferrière, que nous avons étudié à l'instant, parle dans une lettre à Marie Scondé de sa tendresse. C'est pas évident immédiatement, mais elle est claire si on lit attentivement. Elle a arrêté le regard qui ne pouvait plus se détacher d'elle. Et puis, par le fait même de s'intéresser à celle qui est une victime sociale, en ne la réduisant pas à son statut de laissée pour compte. Marie Scondé dit de son père « Grâce à lui, je sais que les identités se forgent. » Son père a inventé une part de leur histoire familiale, lui a appris que toute identité était construite. Elle était faite d'un récit. C'est par les mots qu'on comprend et qu'on peut choisir qui on est. L'unique voyage qui compte est intérieur. On prend le temps de réfléchir et de comprendre qui on est. On compose un sens avec ce qu'on nous a laissé et ce dont on hérite. Très vite, le portrait physique initial est dépassé par une dimension sociale, éthique et créative. En effet, Victoire va se révéler une cuisinière stupéfiante, sans jamais avoir appris, et quelles que soient les circonstances. Les marchandises, les instruments qu'on lui donne, quelle que soit la famille, quel que soit l'endroit, Victoire cuisine à la perfection. Donc, je vais vous lire un deuxième extrait qui nous parle de cela. Officiellement, Victoire fut donc engagée comme cuisinière au service des Valberg. Pourtant, aucun papier ne l'atteste. Dès les premiers repas, elle stupéfia son monde. Loin de se contenter d'exécuter avec brio des plats créoles, elle inventa. C'est ainsi que, le deuxième jour, elle servit une pintade au gros sel et aux 2 choux qui fit pâmer Boniface, déjà sous le charme, il est vrai. Ce que je veux, c'est revendiquer l'héritage de cette femme qui apparemment n'en laissa pas. Établir le lien qui unit sa créativité à la mienne. Passer des saveurs, des couleurs, des odeurs des chairs ou des légumes à celles des mots. Victoire ne savait nommer ses plats et ne semblait pas s'en soucier. Elle était enfermée le plus clair de ses jours dans le temple de sa cuisine, petite case qui s'élevait à l'arrière de la maison, un peu en retrait de la case à eau. Sans parler, tête baissée, absorbée devant son potager tel l'écrivain devant son ordinateur. Elle ne laissait à personne le soin de hacher une cive ou de presser un citron, comme si, en cuisine, aucune tâche n'était humble si on vise à la perfection du plat. Elle goûtait fréquemment, mais, une fois la composition terminée, ne touchait pas. Ma mère garde dans ses papiers le numéro 51 de l'Écho Pointois, où figure au mi-temps d'un article dithyrambique le menu de ce repas de baptême, composé avec lyrisme comme un poème et vraisemblablement envoyé au journal par les soins d'Anne-Marie. Ce furent chez les Valberg des agapes à la romaine, l'œuvre d'un véritable amphitryon. Jugez-en plutôt. Boudin de Wassou, petit burgot aux pousses d'épinards et aux feuilles de cygine, langouste aux mains vertes, porc caramélisé au vieux rhum du Quesnoy et au gingembre, fricassé de lapin aux oranges bourbonnaises, gratin de Christophine, gratin de pommes de citer vertes, gratin de banane poteau, salade de pourpier, 3 sorbets, coco, fruits de la passion, citron, gâteau fouetté. Quelle imagination hardie, quelle créativité ont présidé à l'élaboration de ces délices. L'eau ne vous en vient-elle pas à la bouche, cher lecteur? En ce temps-là, les domestiques circulaient, s'échangeaient comme des piécettes de monnaie. Les bonnes maisons se les prêtaient, se les vendaient, sans que jamais leur avis soit sollicité, que leur soit versé le moindre salaire. À dater de ce jour,
Anne-Marie fut assaillie de requêtes sur papier Bristol émanant des familles les plus en vue. Pouvait-elle prêter Victoire pour tel ou tel repas de baptême, d'anniversaire, de noces? Chaque fois, elle répondait avec délectation par la négative. Puisque le désir, c'est bien connu, s'attise de ne pas être satisfait, la réputation de Victoire augmentait à chaque refus. Ceux-là qui l'avaient le plus décrié, en une totale volte-face, rêvaient de se l'approprier. Victoire n'appréciait pas tout ce bruit autour de sa personne. C'est à regret qu'elle confiait à Anne-Marie le secret de ses compositions culinaires, afin que celle-ci les baptise et les fasse imprimer. Comme un écrivain dont l'éditeur décide du nom, de la couverture, des illustrations de l'ouvrage, c'était en partie se dessaisir de sa création. Elle aurait préféré en conserver le mystère. Et puis, pour elle, cuisiner n'impliquait aucun désir de vengeance vis-à-vis d'une société qui ne lui avait jamais fait de place. Plus que la musique, où elle n'excella jamais, ni à la guitare ni à la flûte, c'était sa manière d'exprimer un moi constamment refoulé, prisonnier de son analphabétisme, de sa bâtardise, de son sexe, de toute sa condition asservie. Quand elle inventait des assaisonnements ou mariait des goûts, sa personnalité se libérait, s'épanouissait. Cuisiner, c'était son rhum perlaba, sa ganja, son crack, son extasie. Alors elle dominait le monde. Pour un temps, elle devenait Dieu, là aussi, comme un écrivain. Donc, premier constat, comme on l'a dit en intro de cette première partie, celle qui a transmis l'écriture indirectement, non seulement elle n'écrit pas, mais elle ne parle pas. Les mots du journal font allusion à une culture classique, certes, mais très artificielle, la culture des riches propriétaires qui embauchent des domestiques plus que la culture de Victoire. Ce n'est pas sa réalité. Et ces mentions sont plus là pour, comme on dirait un peu, épater la galerie que pour faire réfléchir. Le mélange du français et du créole dans ce menu, c'est le mélange des classes sociales, la différence. Victoire est une servante, mais aussi l'amie et peut-être un peu plus d'Anne-Marie et de Boniface Valberg. Ça permet de dire la complexité d'une identité et d'un itinéraire. Finalement, la fille de Victoire, la mère de Marie Scondé, voudrait bien que sa mère ait été uniquement maltraitée chez les Blancs. Ça serait d'une certaine façon plus simple, mais ce n'est pas le cas. Victoire y a trouvé une place fragile, une place étrange, mais de l'amitié, de la considération. Attention, aucune légitimation d'un passé colonial, loin de ça. Mais Marie Scondé dit la complexité des choses. Le silence de Victoire, c'est justement comment on peut dire la complexité sans la schématiser. Comment on peut dire la complexité sans voir son cas personnel réduit à une lutte, à un combat politique important, qu'on ne nie pas encore une fois, mais qui n'est pas le sien, c'est pas celui de Victoire. C'est ce que l'auteur dit, elle ne lutte pas contre la société. Elle ne peut pas en fait aussi. Et le choix de la cuisine me semble très symbolique. La cuisine, c'est le lieu traditionnel de domination et d'asservissement, le cliché féminin par excellence, si on veut. Mais c'est aussi la créativité pour Victoire. Elle y est enfermée, mais c'est là qu'elle transmet. C'est un métier pénible, c'est une servante, elle n'est pas payée. Mais c'est aussi son rare lieu d'indépendance et de joie. La situation de Victoire, son identité, c'est pas le bien ou le mal. Donc le mélange des deux langues, la présence du français qui est celle des employeurs, celle du passé colonial, c'est aussi cette complexité. L'honnêteté et la tendresse de Marie Scondé par rapport à cette grand-mère, c'est aussi ne pas accuser, tenter de comprendre, accepter sans réserve l'autre tel qu'il est. Réduire Victoire à un statut de domestique victime et exploitée, ce serait la nier encore une fois, ce serait la condamner définitivement au silence, lui faire une autre forme de violence. Pour Victoire, les mots sont peu accessibles, donc elle s'exprime autrement et elle fait de ses difficultés une force. C'était sa manière d'exprimer un moi complètement refoulé. Quand elle inventait des assaisonnements ou mariait des goûts, sa personnalité se libérait, s'épanouissait. Elle dominait le monde, elle devenait Dieu, là aussi comme un écrivain. La cuisine est libérateur et euphorisante pour elle. On passe des saveurs, des couleurs, des odeurs des chairs ou des légumes à celles des mots. L'écriture part du réel. Elle ne le transforme pas totalement, elle dépend des contingences. En cuisine, tout n'est pas forcément brillant, tout n'est pas lumineux, mais à partir de ce qui est donné, on peut recomposer autre chose. Marie Scondé est très lucide, mais elle est aussi optimiste. Ses romans sont assez sombres. Qu'il y ait un roman de Marie Scondé, ne l'oublie pas de sitôt. Mais il y a cette tendresse,
que désigne Dany Laferrière. Donc, on ne peut pas sortir du réel, on ne peut pas sortir de l'endroit du monde où on vit, mais on n'y est pas totalement emprisonné, on peut recomposer sa vie. Comme chez Dany Laferrière, le portrait physique n'est pas déterminant parce que ce serait encore une discrimination. On remarque la blancheur de peau, la mystérieuse blancheur de Victoire, la rébellion silencieuse, mais on ne s'y arrête pas. Mélanger le français et le créole, c'est ne se priver de rien, d'aucune saveur, composer le réel qui nous entoure et composer notre identité. On part d'un tout petit monde et on parle et on agit. L'identité, c'est aussi la place qu'on prend dans ce monde. Le statut de femme est un obstacle, mais aussi une force. Un obstacle en prise directe avec le quotidien. Attention, Marie Scondé ne dit pas que c'est bien d'être une servante. Marie Scondé ne dit pas que c'est bien de ne pas avoir accès à l'éducation ou d'être comme Victoire en situation de mère célibataire. En aucun cas. Mais elle montre qu'elle s'est composée à partir de cela. Et que sa prise sur le réel, la prise sur le réel de Victoire, elle est plus grande que celle de son employeur Boniface, qui a besoin d'elle pour combattre ses terreurs. Elle est plus grande que celle de son employeuse Anne-Marie, qui se plaint plus mais qui agit moins. Mais en même temps, sans eux, Victoire n'aurait pas pu se réaliser. Elle aurait fait, pas comme ça, elle aurait fait autre chose, mais les rencontres sont importantes. La singularité, ce n'est pas a priori. On compose ce qu'on est à partir du réel et à partir de l'altérité. C'est ce que va nous montrer également Estelle Sarabul, le troisième auteur que nous abordons. Ce titre, un petit peu étrange, là où les chiens aboient par la queue, est expliqué dès l'introduction. Il désigne la région de Mante-Galante, où est originaire la tante Antoine. 15 ans plus tard, en parlant avec Antoine, je comprenais que je devais être aussi libre qu'elle, me souvenir sans me retourner sans cesse. Le souvenir, c'est l'émancipation. On n'oublie pas sa culture, on n'oublie pas les deux langues. L'auteur d'ailleurs a appris le créole pour ce roman. J'apprenais à aimer mon histoire et la manière dont elle était faite, une succession de violences, de destins liés de force entre eux, de soumission et de révolte. Les conversations avec cette tante indépendante et fantasque sont la base du récit. Elles encouragent à la vie et à l'écriture. Elles ouvrent et ferment le récit, dans la mesure où, à la naissance de sa fille, la narratrice veut connaître son passé. On va voir un peu à quoi ressemble cette tante au prénom masculin. C'est Antoine qui parle. Maintenant, écoute un peu de quoi j'avais l'air. Tu sais que les falbalas et les macacrites donzelles, ce n'est pas mon affaire. Du moment que j'ai un vêtement convenable sur le dos, ça me suffit. Mais je dois bien dire que j'ai toujours vu de l'envie dans les yeux des hommes comme des femmes au sujet de mon corps. Tu me vois maintenant, la tête blanche mais encore vaillante. Et tu te dis que j'ai la police, malgré le lot d'années que je porte sur mon dos. Alors imagine comment j'étais à 16 ans. À l'époque, ma seule référence en matière de beauté, c'était Eulalie, et je ne lui ressemblais pas. Jamais je ne me serais considérée comme une jolie fille. Pourtant, je commençais à entendre que j'étais une belle petite femme. Même les tantes Ézéchiel le disaient à papa. Le dimanche après la messe, il y avait depuis quelque temps un essaim de garçons qui zonzonnaient autour de moi, comme autour d'une pomme cannelle en train de mûrir. Je n'avais pas intérêt à leur parler si je ne voulais pas entendre hilaire sur le sujet. Et je dois dire que je m'y tenais parce que ça ne m'intéressait pas. Je gardais même l'œil sur Lucinde, qui, elle, aimait trop les regards des jeunes coqs, et que je rappelais à l'ordre plus souvent qu'à son tour. D'un côté, on jaugeait mon corps comme une marchandise prometteuse, de l'autre, je n'avais pas intérêt à sourire à un inconnu. Ainsi, j'ai vite compris que la réalité avait toujours une face double. Tous les Antillais savent ça. Des exemples? Sous ces airs de poupée en satin, maman avait beaucoup de force. Le parler créole qu'on nous ordonnait de détester était si savoureux que les adultes s'en servaient abondamment pour se raconter des histoires. Donc, cette tante au nom masculin porte au nom de baptême Apollone. Là aussi, on peut y voir une allusion au dieu grec de la poésie et de la musique. Là encore, on recrée le monde avec des mots, on le rend plus beau. Estelle Sarabul a d'ailleurs créé Zonzonné pour dire la musique de ces garçons autour d'elle, dire la musique du monde par la langue. Encore une fois, on ne s'enferme pas dans une identité. On peut, on veut et on peut être plus que ce qu'on nous impose. Et donc, cette construction d'identité, l'auteur la montre par la composition de son récit.
Elle fait parler tous les personnages, sa tante, Antoine, mais aussi sa sœur, Lucinde, son père, petit frère, dont les visions sont peut-être un peu moins flamboyantes, plus rationnelles et correspondent peut-être plus à notre vision quotidienne. Il n'y a pas de vérité absolue. Le créole, ici, est écrit comme ce qui peut exprimer la face cachée du monde, ce qui est interdit aux enfants, mais ce qu'il faut comprendre pour exister pleinement. Le français, c'est la langue de transmission. Le créole, c'est ce qui est savoureux et ce qui raccorde les différentes phases de l'identité. Le créole, c'est ce qui permet d'aimer son histoire sans chercher à la réduire ou à la schématiser. Le deuxième point de la diapo, Antoine, Kimberet, Pamoli, ce qui veut dire tiens bon courage en créole. À qui, Antoine, dit-elle cela? À elle, à elle-même, à la narratrice, qui pourrait être nous, à nous. Même lors de sa maladie, Antoine va continuer à être extrêmement sûre d'elle. Elle oriente le récit, elle oriente la vie de tout le monde, elle dit ce qu'elle pense, elle veut qu'on la suive. Mais, attention, elle ne vit pas seule. Son existence s'est construite grâce à Lucinde, grâce à petit frère, le père plus modeste et plus rationnel. Donc, on a cette adaptation et cette lutte, cette fragilité, mais aussi cette fertilité, qui correspondent aux lignes narratives du récit. Antoine dit « Dieu seul sait où tes enfants s'envoleront ». Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'éternité. On ne se coupera pas de ses origines. D'ailleurs, le fils de petit frère retournera à Morne-Galant, région inventée. Mais on ne peut pas davantage fixer définitivement ce qu'on est. L'auteur dit, Estelle Sarabul donc, « Ils m'ont parlé jusqu'à ce que j'ai envie d'écrire. J'aurais pu continuer à vivre en mettant cela de côté, mais j'ai tenté de comprendre ma position dans le monde. » Ce roman est donc autobiographique. L'auteur veut trouver un fil directeur entre deux langues, entre deux mondes, entre le créole, qu'elle qualifie pour elle de langue fantôme, et entre le français. Relier les vivants et les morts, relier les deux histoires. On repense à la multiplicité des langues citée par Édouard Glissant. Et il y a une splendide métaphore à la fin du livre, c'est celle du jardin créole, qui clôture le livre. Donc, c'est Antoine, hospitalisé, qui parle avec la narratrice. Ça te manque les jardins créoles? Mais il en faut toujours un, ma chère. N'importe quel antillais devant 1 centimètre de terre peut pas rester sans rien planter. C'est notre façon de marronner un peu par-dessus la tête des Blancs. Mais toi, tu sais exactement ce que c'est un jardin créole? J'ai réfléchi un peu avant de répondre. Je me suis remémoré le morne où Hilaire traçait dans la terre grasse des sillons pentus. C'est un endroit minuscule où se mêlent des plantes médicaments, des plantes nourricières et des fleurs dont la beauté nourrit les yeux. Fait exprès de mélanger les espèces, ça les protège des maladies. Antoine a souri à mes descriptions. C'est ça, à la fois la pharmacie et le garde-manger des habitants des îles. Mais ce n'est pas que ça. Pourquoi tu crois que les hommes et les femmes se dépêchent d'aller dans leur jardin? Même ceux qui habitent en ville, dès qu'ils peuvent se réserver un petit bout de terre hors des murs. Parce que dans le sol où tout pousse si facilement, on enterre nos soucis. Tous les tracas du jour. Et puis on dialogue avec les ancêtres qui bêchaient la même terre avant nous. Ce serait bien que tu aies ton jardin créole, toi aussi. Je vois pas où je pourrais avoir ça, Antoine. On est trop loin de Morne-Galant. Où tu pourras. J'ai regardé le petit soleil blême par la fenêtre de sa chambre et j'ai souri à mon tour. Je pourrais l'avoir dans ma tête. Un beau fouillis vigoureux, comme toi. Elle a paru un peu vexée, alors j'ai changé d'idée. Écoute, j'ai dit, tu as raison. Je pourrais bien déjà l'avoir autour de moi. Là où j'habite, c'est un endroit précieux. Plein de gens mélangés qui ne se ressemblent pas. Des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux. C'est ça que tu aimais près du Sacré-Cœur, pas vrai? Ce n'est plus tellement ainsi vers la basilique, mais ça revient ailleurs. Mon quartier est toujours en chorale comme ça, plein de vigueur. Je ne pourrais pas vivre autre part que dans un jardin créole. Je tiens ça de toi. On est plus libre quand on est au beau milieu du spectacle du monde. Le spectacle du monde, c'est une idée, ça. Un beau spectacle. J'ai tenu mon rôle alors. Petite, je suis contente. On se revoit la semaine prochaine, hein? Oui, j'ai dit. Et puis j'ai caressé son épaisse chevelure. Donc, les différentes plantes, la beauté et la joie qui sont indissociables des recherches d'identité et de culture, de place dans le monde. Le mélange, c'est ce qui nourrit, ce qui soigne. L'identité, on ne se sépare pas de son passé.
mais on n'est pas obligé de faire des choix définitifs. Finalement, c'est ce qu'Antoine refusera toute sa vie. Elle ne s'enferme pas, elle veut tout, elle choisit tout, elle célèbre tout. Je crois que personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un jardin créole d'après le roman. Mais il permet de marronner un peu, donc on se rebelle discrètement. Il n'y a pas besoin de crier fort pour que notre voix porte. Et la narratrice, elle relie cette leçon à l'écriture. Un beau fouillis vigoureux comme toi. Donc là, on n'a pas un roman engagé. Ce roman assez joyeux, l'engagement, il n'est pas direct, mais il est là quand même. Parce qu'un fouillis, c'est aussi le refus de l'histoire classifiée, le refus d'une classification souvent faite par la métropole, le refus d'une classification imposée à ceux qui n'ont pas choisi. On est plus libre quand on est au milieu du spectacle du monde. Le quartier en chorale, c'est plus qu'un éloge du métissage, parce que le métissage, c'est encore un classement. C'est comme la francophonie, c'est une notion qui pose problème. Les gens, ils vivent les uns à côté des autres. Ils se parlent ou ils ne se parlent pas, mais ils existent. Et c'est cette liberté, cette fragilité, cette multiplicité que Estelle Saraboul célèbre, sans chercher à leur donner. Même si parfois Antoine fait tourner bourrique tout le monde, même si c'est fragile, l'identité, c'est accepter toutes les parts de soi. La dernière phrase d'Antoine, c'est « J'ai tenu mon rôle ». En quoi est-ce que c'est différent des autres personnages? Elle a accepté, sans les nier, tous les aspects qui se livrent et luttent à l'intérieur d'elle-même. Elle s'est exposée au vent contraire, ça c'est sûr, aux volontés contradictoires, mais elle s'est battue. Elle s'est battue pour faire émerger la sienne à partir de toutes ces exigences. Il n'y a pas de leçon dans ce roman, mais il y a un message. Antoine finit le roman, elle est importante, mais les autres voix se sont exprimées aussi. On ne peut pas réduire le roman à la sienne. Le oui final de la narratrice et la caresse affectueuse à sa tante, ça veut dire qu'elle accepte avec affection, mais qu'elle a aussi son chemin à trouver, forcément différent. Donc, la deuxième partie, c'est la nature comme trait d'union. Donc, on va envisager le trajet de deux femmes qui ont tracé leur route vers elles-mêmes et vers la défense de leur culture. Elles viennent toutes deux de la tribu amérindienne des Inuits, qui signifie être humain, basée au Canada. Leur langue maternelle est l'Innu et Moon, et le français, c'est d'abord une langue imposée par l'école, puis choisie. Donc, elles veulent dire leur quotidien, l'unicité de leur monde et de leur tradition, et les faire partager. Rita Mestokosho dit « J'écris pour ne pas oublier. J'ai découvert les mots d'un autre monde et d'une autre culture. J'ai exprimé ma pensée à d'autres personnes. » Le français, c'est la langue de la différence, mais la langue qui permet la transmission, qui valorise la diversité. Je ne suis qu'un poète en liberté, il y a donc de l'optimisme malgré tout. Parce qu'on a une situation qui a aussi été héritée d'une forme de colonisation, qu'on transforme en une chance. Il n'y a pas de pathétique. Donc l'univers n'est pas seulement un décor, un hasard, mais un élément essentiel qui permet de dialoguer avec le lecteur. L'individu est en harmonie avec l'univers, sans domination ni écrasement, et la marche est le symbole de cette évolution. Donc, deux poèmes, on va regarder deux poèmes, qui ne sont pas à la fois en français et en Innu et Moon, parce que Rita Mestokosho est dans une logique d'autotraduction. Elle écrit les poèmes dans les deux langues, ce qui déjà montre une volonté d'unir les deux facettes de son identité, sans choix. L'innu est la langue du cœur, le français la langue de la pensée, selon elle. Elle remercie le Créateur pour le français et la Terre notre Mère pour l'Innu et Moon. Donc, elle unit les langues et les spiritualités. Elle dit « Faire parler la terre à travers la poésie de l'homme pour faire renaître une conscience qui a déjà existé, je le vois comme une mission d'écrire en français. » Une poésie engagée donc, mais un engagement étonnant. On aurait plutôt attendu un refus absolu du français. Mais c'est pas ça. Même si écrire une langue, c'est le premier pas vers la défense d'une culture, même si la culture, ça passe par les mots qu'on choisit, elle choisit les deux langues. Elle choisit la double culture. Elle choisit l'union. Elle ne choisit pas la rupture. Certes, elle choisit le français parce que ça se partage plus. C'est pragmatique. Mais pas seulement. Elle dit « Mon cœur bat, mon âme sourit ». Donc les deux langues sont constitutives. Alors,
Je vais vous faire entendre la voix de Rita Meztococho, puisqu'elle lit son poème, donc elle lit Parfum de la terre, et en plus, ça permettra de la voir. Viens marcher avec le printemps, sens le vent sur tes joues, sois libre de tes mouvements, prends le temps de vivre, car demain ne t'appartient pas. N'oublie pas ta promesse d'aller retrouver la paix. Dans une forêt, dans une maison en bois, retrouve le battement de ton cœur. Nous partirons les yeux fermés, le cœur enveloppé du parfum de la terre, l'automne, oise déçu, qui nous dira « Viens, viens mon ami, mon frère, oui, je t'attends depuis cet instant, où ton souffle a touché mon âme, oui, je t'attends mon frère, et si Toroni et Tayan, Titi Matelimis Tiste, alors nous partirons tous deux. » J'ai vu la montagne dans sa splendeur, j'ai entendu la rivière dans son désir. Quel plaisir et quel bonheur d'être dans les bras de la terre. Et lui, ce grand mystère que je découvre dans son absence, chercher la vérité au creux de ses mains, je respire l'air qu'il habite, voir son regard s'évanouir dans le mien, pendant qu'il ferme les yeux sur mon corps, pour mieux goûter à l'instant, j'entends son cœur battre. J'aime son silence, j'aime sa voix, j'aime son reflet, et j'aime l'invisible que je ne peux toucher, mais que je sens avec force en moi. Les arbres sont témoins de mon amour. Les rochers entendent encore aujourd'hui l'écho de ma grande tendresse sur le ciel qui nous enveloppe. Mon cœur est fait de branches de sapin, entremêlées à toutes les saisons du monde. Je dors pour mieux tapisser tes rêves et celui du chasseur en quête d'une terre où il pourra alimenter son envie d'être libre, de marcher en admirant les courbes des rivières, de nourrir sa faim et d'assouvir sa soif. Je crois aussi en la force du destin. Je crois aussi en la confiance de demain, la patience d'attendre en admirant l'eau des cheveux, en priant pour mon prochain. Je deviens l'hiver pour me reposer. Je deviens le printemps pour rêver. Je deviens l'été pour briller. Et je suis une femme d'automne, née dans un univers qui est aussi le tien. On remarque que dans ce très beau poème, comme dans le premier, le mot Innu n'est pas prononcé. D'ailleurs, dans ce recueil, il ne figure que dans 2 titres. Donc, d'emblée, l'auteur, elle défend sa culture, mais elle le fait à travers ce qui réunit, plus qu'à travers ce qui sépare. Elle dit « Moi, je garde le silence pour mieux entendre la vie. » Et le Clésio, autre écrivain voyageur, autre écrivain chercheur de trésors, dit en préface « C'est une parole qui ne revendique pas, qui n'exige pas. Grâce à cet amour et ce partage, la poésie de Rita s'adresse à nous tous, où que nous soyons dans le monde, quelles que soient nos origines et notre histoire. » Femme du matin rouge ouvre le recueil et se présente comme une célébration de l'amour, puisqu'on y dit « Dans ma valise, il y a mon cœur rempli d'espoir et juste l'essentiel. » Parfum de la terre le referme. Donc dans les 2 cas, l'homme et la nature. Dans les 2 cas, la poète ne s'abstrait pas de l'altérité. Elle dialogue avec une femme dans le premier poème et avec un homme dans le deuxième. Cet homme, cette femme n'ont pas d'âge, pas de situation particulière. C'est peut-être quelqu'un qu'elle aime, peut-être sa famille, ou peut-être tout simplement nous tous, et peut-être un peu de tout à la fois. Cette grande chaleur, cet amour envers l'humain quel qu'il soit,
permet une relation à la fois concrète, vraiment intensément personnelle. Si vous lisez le poème, il y a l'enfant, le désir, les yeux fermés, et universel et sans limite. L'identité, c'est ce qui est relié à la nature. Le rouge peut faire allusion à la fois à la passion et à cette couleur de peau qu'on peut associer traditionnellement aux Indiens. Ça paraît un peu cliché, mais elle dit cœur de femme rouge et visage cuivré. Mais c'est pas sûr, pas de cloisonnement une autre fois. Elle dit écrire pour ne pas oublier ma différence. Et cette différence, elle la partage avec nous par la poésie. Ça ne s'oppose pas. Parce que par le partage, par la communication, c'est comme ça qu'on devient soi-même. C'est comme ça qu'on peut être singulier. C'est pas illogique. Si on a confiance en l'autre, si on l'aime, c'est celui qui nous permet de connaître nos limites. C'est celui qui nous permet de mieux savoir ce qu'on est, mieux savoir ce qu'on veut être. Communiquer, accepter le monde extérieur, c'est pas se renier. L'identité, elle est toujours en construction. Il n'y a pas de ponctuation régulière dans ces poèmes. La marche, c'est un progrès, c'est une absence de solution définitive. Tant qu'on marche, on n'est pas arrivé. La féminité ici est clairement assumée, clairement marquée. Je suis née femme d'un père chasseur, je suis une femme d'automne, mais femme d'un père, sœur de mes frères. Il n'y a pas d'exclusion. Ce n'est pas les femmes contre les hommes. C'est une féminité qui n'est pas revendicative finalement. Pourquoi on l'affirme alors? Parce qu'elle est une part de l'identité. La sensibilité et l'union avec la nature sont liées pour Rita Meztococho à sa féminité, pas à la féminité, à sa féminité. Un homme pourrait les ressentir, bien évidemment, mais c'est en tant que femme qu'elle les ressent. Donc la féminité, c'est une donnée, c'est une acceptation, c'est pas une polémique. Elle n'est pas meilleure comme femme, elle n'est pas plus faible comme femme, mieux dotée, etc., etc. Mais par contre, pourquoi nierait-elle cette part d'elle-même? Donc, l'identité est en lien avec l'altérité, on a vu par le choix des deux langues, mais aussi parce que les poèmes sont adressés. Il y a un tu, donc l'implication du lecteur, mais aussi un mouvement vers l'autre. À la fois, on n'est jamais totalement seul, on parle aux autres, mais en même temps, il faut un temps de silence, il faut un temps de solitude. Il y a des matins où le silence captive toute la place de notre vie. Et là, on a besoin d'entendre un son, une musique, le vent. On a besoin d'écouter l'autre, soi-même. Le silence n'est pas une absence de solution. Le silence, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie avec la nature, c'est l'humilité. C'est une place pour chacun et la prise de conscience du trésor du monde. Pas seulement au Canada, hein. D'ailleurs, elle choisit des éléments, la rivière, la terre. On peut tous les connaître, même si on n'a pas voyagé là-bas. On peut être surpris d'une certaine anthropomorphisation de la nature. Une rivière de grande tendresse, la rivière dans son désir, je suis une femme d'automne. Parce que la nature n'est pas un décor, elle constitue notre identité et notre regard, mais nos mots et nos actions la constituent tout autant. Elle choisit de ne pas faire d'allusion au passé sombre de certaines tribus, elle ne l'oublie pas. Elle est responsable pour sa tribu, donc elle ne l'oublie pas. Mais elle dit, je crois aussi en la confiance de demain. Elle choisit de construire. Je suis une femme d'automne. L'automne, c'est la mort et la vie. C'est le silence et l'accomplissement. C'est le désir et c'est l'attente. Et enfin, elle valorise les rêves. Je prendrai la mer sur un bateau rempli de rêves colorés. Je dors pour mieux tapisser ses rêves et ceux du chasseur en quête d'une terre. L'imagination est indispensable et indissociable de ce qu'on ne peut pas appeler ici revendication, puisque le Clésio dit non, de la préservation de la culture et du patrimoine. Ce qu'on rêve, c'est ça qui constitue notre identité, qui nous permet d'aller vers l'autre. Le rêve et l'imagination sont une des sources du langage. Alors, Joséphine Bacon, même démarche linguistique de base, même tribu d'origine, identité multiple, mais elle, c'est un seul long poème en vers libre, un thé dans la toundra. Ce qui fait écho à un souvenir. Elle a rencontré un vieux chasseur de caribous et sa femme, ils ont partagé le thé et le repas. Ça l'a entraînée vers la clairvoyance, la connaissance de la nature, la joie et le respect. C'est un symbole du lien avec les anciens, de l'exigence, de l'optimisme. Le chasseur lui dira d'ailleurs « apprends à regarder ». Comme chez Daniela Ferrière, il l'a peut-être dit réellement, mais en tout cas la part symbolique est très forte.
Là aussi, la connaissance et la conscience de l'univers permettent de se nourrir physiquement et spirituellement. Mais d'emblée, on remarque que le repérage spatial est beaucoup plus fort. On est dans la toundra, personnifiée. Là, on n'a pas une universalité immédiate par l'environnement. Mais c'est une dimension initiatique. Et pas que pour nous, pour la poétesse aussi. Joséphine Bacon nous fait partager une expérience existentielle, dépaysante, très forte. Elle parle d'incantation, de réveil, de mots sans dimension. Et on va l'écouter. Ce soir, toundra, écoute son silence. Bruit de pas, rythme du cœur, son de tambour. L'écho fredonne une incantation. Papa Cacique l'entend et envoie son fils Caribou nourrir mon corps fatigué, chausser mes pieds usés. J'étends sur la neige sa peau de fourrure pour m'endormir. Mes rêves atteignent les étoiles. Toundra me chuchote, te voilà. Je ne suis pas peintre, hélas. J'ai dans la tête une toile qui te ressemble. Le clapotier de la rivière chantonne. Ébloui par la chicoutée aux couleurs de feu, je grimpe la montagne. Au sommet, une terre. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. Nord annonciateur de beau temps. Est le réveil. Sud le repas. Ouest le repos. Tu m'enveloppes sans absence. Cette nuit, je cherche des mots qui sonnent musique, des mots qui peignent couleur, des mots qui hurlent silence, des mots sans dimension. Cette nuit, mon dos se courbe, mes genoux fléchissent. Tu es la nudité du monde. J'ai marché, j'ai portagé, j'ai pagayé pour te rencontrer. Les genoux abîmés, j'arrive à toi. La solitude ne m'effraie pas. Mes perches sont là à m'attendre sur ton lichen. J'apprends l'hymne du grand esprit. Toi, mon ami Toundra, tu l'emportes jusqu'à lui. Tu es avec moi. Au loin, le chant des loups, tel un fado qui pleure l'absence. Je ne suis pas triste, je rêve du retour. Grand-père ours s'en est allé dormir. Le rouge de ses érelles accompagne sa retraite. Papa Cacique reçoit ma prière. Demain, Caribou se donnera à moi. Je festoierai pour un ultime repas. Je suis ton invité. L'arrêt est forcément artificiel parce que là non plus il n'y a pas de ponctuation, c'est une seule respiration. La toundra est ici présentée de manière symbolique. Ce n'est pas un documentaire, pas plus que Rita Mestokosho. L'auteur veut nous faire sentir, faire partager, et c'est pas forcément par la description que ça va se faire. L'univers est puissant. Toundra avec une majuscule entoure la narratrice, la guide et la protège. Tu es la nudité du monde, vers libre surprenant. Aller à l'essentiel de l'univers et de soi, sans camouflage, sans apparence trompeuse. Faire silence pour devenir, faire silence pour apprendre à regarder, faire silence pour percevoir. L'expérience est partiellement au-delà du temps, mais pas de l'espace. Ça rejoint l'universel, les mots sans dimension. La marche, comme dans le poème précédent, est là. Mais l'identité va se constituer dans des moments hors normes. Mais ces moments ne sont pas hors du quotidien. On parle de peau de fourrure, de repas, de chausser mes pieds usés. Et c'est par ce réalisme qu'on va défendre une culture aussi. L'honnêteté, l'espoir, les petits gestes du quotidien sans orgueil permettent de se montrer tel que le quotidien nous forme. La féminité est présente, mais elle est encore beaucoup plus discrète. Et donc, là non plus, absolument pas polémique. On ne la voit que par les accords au féminin, qui ne sont même pas présents dans l'extrait que j'ai lu. C'est une donnée parmi d'autres. D'ailleurs, Joséphine Bacon valorise l'aspect physique et corporel. Elle ne veut pas voiler la réalité quotidienne de ce qu'elle est. L'identité et l'apprentissage se constituent, même si on n'en a pas toujours envie, avec tout ce qu'on aime, avec nos douleurs, avec nos faiblesses. Et si on n'accepte pas la totalité de soi, on ne progresse pas. C'est ça qu'elle nous dit. C'est pour ça qu'elle insiste sur sa vieillesse. La vieillesse, c'est la fatigue, c'est l'ultime voyage. Elle ne se plaint pas, mais la mort est liée à la vie et lui donne une part de sens. Elle donne la profondeur au réel. La vieillesse, c'est aussi une présence forte au monde, une présence plus longue, une présence partagée, y compris dans les moments douloureux et pénibles, donc la crédibilité. Ce qui peut paraître bizarre, c'est qu'au départ, l'altérité est absente. Pas de tu, pas de présence humaine.
Mais je sais être seule, donc elle choisit la solitude pour se retrouver. Elle écoute, puis elle prend le bâton de parole. C'est nous l'altérité, c'est nous à qui elle parle. La similitude avec la peinture montre que les mots ne peuvent pas toujours rendre compte d'une expérience forte. Le mystère reste là et nous invite à l'exploration. Le dépouillement présent dans ce poème nous invite à rentrer en soi et à contempler. Ne pas pouvoir rendre compte de tout, c'est aussi encore une fois unir les sens, prendre tous les moyens pour chanter. Si on ne peut pas tout dire, on va faire tout ce qu'on peut pour dire et donc on va tout employer pour le faire. La poésie, c'est une manière d'exister dans la nature. Et du coup, c'est pas si important la langue qu'on choisit, parce que tous les mots peuvent tenter de dire, mais aucun ne suffira. Ce qui compte, c'est de communiquer peut-être avec la nature. Mes rêves atteignent les étoiles, encore une fois, pour se réaliser et dépasser les frontières. C'est l'imagination qui dépasse toute barrière. Le rêve, c'est la liberté, la rébellion et la défense. L'horizon sera là à m'attendre, c'est pas prétentieux parce que c'est aussi une infinie humilité de l'auteur dans l'univers. Le présent, utilisé, c'est dire ce qui est, dire l'austérité, l'âpreté, mais aussi aimer et faire vivre ce qu'on est. J'arrive enfin à la terre qui espère ma venue. L'humain et l'univers sont interdépendants. Elle veut que le tambour de la parole n'oublie rien, comme elle le dit en préface. Donc pas de revendication immédiate, mais un effort de mémoire. Ce qui est préservé vivra et ne sera pas oublié. Troisième partie, là on passe à un quotidien beaucoup plus difficile. Chez Kossié-Fouy, la guerre et l'abandon. Chez Le Clésio, l'exil. Donc une quête de soi sans réponse assurée. Une construction qui est un chaotique savoir d'être femme. Une conscience d'une réalité, mais sans ordre. Le rôle de l'oralité. On raconte les événements pour les comprendre et leur donner substance et réalité. Le roman et la poésie sont liés. L'écriture permet l'harmonie contre n'importe quel cliché, contre le cliché des femmes contre les hommes. Ici, ce sont des hommes qui se font la voix des femmes. Et c'est pas parce qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont malheureux, etc. C'est pour dire l'autre. L'identité et l'altérité se construisent l'une et l'autre. Le romancier, le narrateur, la voix de celles qui sont importantes. Kossié-Fouy, Cantique de l'acacia. Donc, il explique ce titre bizarre dès le début du recueil. Il y avait une île aux acacias où les femmes allaient enfouir le placenta des nouveau-nés et, je le cite, s'adonner à l'art de rêver les enfants. Ce sera un récit à plusieurs voix, Grace, Johanna et Joyce, 3 générations de femmes au prénom symbolique. Donc là, le réalisme, il est sans aucun doute. Et les événements sont parfois très violents. Joyce a été abandonnée suite à un massacre et recueillie. Johanna, sa mère, a vu sa cousine se suicider par manque de liberté. Mais la dimension spirituelle est là. Le cantique, c'est pas un cantique monothéiste. C'est un chant spirituel de célébration et d'innocence. Ce roman, presque exclusivement féminin, avec des personnages masculins sympathiques mais secondaires, c'est la voix des femmes transmise par un homme. À Saint-Malo, Kossié-Fouy dit avec humour, finalement, à l'origine, tout vient de l'utérus. Donc, un homme peut porter la voix des femmes sans division et sans colère, en disant leur singularité. Donc, il y a 2 passages que j'aimerais partager. Le premier, c'est ce qu'il appelle une leçon de choses, terme ancien pour dire une éducation très claire à la sexualité par les femmes pour la jeune femme. Une éducation à la sexualité par les femmes de sa famille, sans préjugés, avec beaucoup de liberté. Donc, la fin de ce passage est intéressante. Donc, c'est Joyce, la jeune adolescente, qui est désignée par elle. Elle répéta aussi des formules qui glorifient le pouvoir de mère en fille, de recréer le cordon ombilical qui est la langue du placenta, le pont de corde tressé entre l'invisible et le visible, entre l'esprit des choses et le corps des vivants. À l'âge où l'on persiste encore dans une croyance de petite fille qui veut qu'on se sente femme au bout d'une lente dilatation de la poitrine, l'expérience que vivait Joyce cette nuit-là, ce que lui révélait cette leçon de choses, ce n'était pas un sentiment, mais un chaotique savoir d'être femme. Donc, la féminité, dans toute sa dimension physique et sensuelle, est liée au pouvoir des mots, à dire. La répétition,
Joyce répète, donc comme une incantation orale, et le livre ressemble parfois à une transmission de parole. Ce n'était pas un sentiment, mais un chaotique savoir d'être femme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pas une essentialisation, il n'y a pas la femme depuis toujours et pour toujours, c'est loin d'être ça. Mais par contre, un savoir, une maîtrise, une rationalisation, une prise de conscience. Non, la femme, ce n'est pas un pur être de sentiments, douce et sentimental. C'est un être qui sait. Même si, évidemment, la dimension spirituelle, l'imagination et les sentiments sont là, aucun problème. Donc, un chaotique savoir, c'est une force. On modèle et on comprend son propre destin. Et on voit aussi que, discrètement, l'auteur nous dit la transmission étouffante d'emprisonnement lié aux anciennes, non. Donc, il montre aussi une réalité multiforme. Et il parle d'une légende à la fin du livre. La femme comme origine des chants. Donc je vais vous en lire une partie. Un jour, l'esprit des choses et des hommes se manifesta dans une femme. Aussitôt, la femme se mit à parler dans une langue pleine de fleurs et d'images. Une langue sauvage aux oreilles des siens. Elle nommait des millions de choses qui n'existaient pas encore. Les gens prirent la femme pour une folle, la saisirent, la jetèrent à l'eau. Un poisson l'avala, avala sa voix. Une histoire qui aurait pu s'arrêter là. Mais voilà qu'un jour, un pêcheur pêcha le poisson qui avait avalé la femme, le mangea, et alors il ne parla plus que dans la langue sauvage. « On ne comprend rien à ce que tu racontes, lui dit son frère. Si tu ne me crois pas, demande à notre père. On ne comprend rien à ce que tu racontes, dit le père. Si tu ne me crois pas, demande à tout le village réuni. On ne comprend rien à ce que tu racontes, dit le chef du village, au nom de tout le village réuni. Puis ils lui lancèrent des cailloux, et l'homme mourut, et sa voix mourut. L'homme et la voix furent enterrés bien profondément dans le désert où passe le vent. Une histoire qui aurait pu s'arrêter. Donc ensuite, le vent est lui aussi chassé. Il arrive dans le corps d'un chasseur, lui aussi tué. Et finalement dans le corps d'un homme dont le métier consistait à pincer la corde d'un instrument pour faire entendre des harmonies célestes. Il avala par la bouche et par les narines le parfum de l'homme qui se dissipait dans l'atmosphère. Aussitôt qu'il avala ce parfum, il se mit à chanter la langue sauvage. Le peuple accourut, furieux, armé, décidé. L'homme chantait. Tout ce qui existe vient du monde des histoires, et tout ce qui existe retourne toujours au monde des histoires. Les cailloux, les plantes, les animaux et les hommes. Et dans le monde des histoires, il existe des milliers de choses qui n'existent pas encore. Et voici ce qui arriva. Tous les gestes de mise à mort furent suspendus. Le chant continuait. Tous les cris « à mort » furent suspendus. C'est ainsi que pour la première fois vint au monde le chant. Et la vie s'y accrochait, et la mort qui s'y suspendait. Donc, une union malgré la différence. C'est bizarre cette idée de fleurs et d'images, ça peut même paraître un peu mièvre, mais c'est une différence fructueuse puisque la femme, le chant, avalé par un homme, crée le monde des possibles. Donc on stoppe la violence, une violence qui est celle de la xénophobie et de la discrimination. C'est pas les femmes sont, ça pourrait être finalement n'importe quelle minorité. Le roman permet l'union de la nature, du corps et des mots dans un présent d'évidence et d'apaisement. Il accepte et célèbre la sensualité. La voix du chant est féminine, mais c'est un poète-musicien, peut-être l'auteur d'ailleurs, qui la transmet, la transporte et donne aux femmes les mots de l'acceptation. On avance et on est, sans justification, sans preuve. On n'a pas besoin de légitimer sa vie, son corps ou sa manière d'être. Et derrière cette généralisation qui peut nous poser problème, on n'a pas de description physique. On a 3 personnages individualisés. Être femme, c'est une évidence qui dit qu'on est une femme. Qu'aussi Fouy ne va pas plus loin. S'accepter, pouvoir se construire sans se renier. L'identité, c'est une part de données extrêmement riche et une part à construire. Et je vais vous lire un dernier extrait qui est sur le pouvoir des mots. Chapitre 15, c'était ça qu'elle avait oublié. Confiance est le chemin de ceux qui échappent au malheur. C'étaient les mots de Johanna à la fin de toute cette histoire qu'elle était venue confier à Grace. Pour l'enfant, avait dit Johanna. Pour l'enfant, avait demandé Grace. Oui, ces paroles qu'elle était venue confier à la garde de Grace, c'était une donation de mémoire faite à l'enfant avant que ces événements ne deviennent des événements errants.
car tout événement vient au monde par deux chemins. Le chemin de l'aller qui est celui des faits, et le chemin du retour, où les faits se transforment en mots, chansons, paraboles, contes, devinettes, proverbes, prophéties, mythes. Privés de ce chemin du retour, les faits errent dans un monde suspendu entre les choses manifestées et les choses possibles. Pas tout à fait advenues et pas tout à fait possibles. Grace répéta dans les oreilles de Joyce les mots de sa mère. Non, ce n'est pas l'espoir. Confiance est le chemin de ceux qui échappent au malheur. C'était ça qu'elle avait oublié, Johanna, pendant la maladie qui l'avait barricadée. Les mots que la voix de sa cousine avait réveillés en elle. Pour l'enfant, avait dit Johanna. Pour l'enfant, avait consenti Grace. L'enfant qui n'était pas encore, mais qui s'était annoncé. Qui avait le pouvoir d'envoyer en éclaireur son propre simulacre. Par 2 fois s'était annoncé. Par 3 fois si l'on compte la vision révélée à Grace. L'enfant qui se tiendra un jour devant sa face. Et elle ne savait pas si elle aurait le cœur à lui raconter elle-même ce qu'elle avait eu le cœur à vivre. Certaines choses sont ainsi faites, dit Grace, qu'on ne peut les entendre que si l'orateur est une double. Donc là, on a des mots extrêmement forts. L'événement, c'est la manière dont on le raconte. L'expérience, on l'a tous fait, qu'un événement, il changeait selon la manière dont on nous le disait, dont on le disait. Mais on peut aller plus loin. Nous sommes des ensembles de mots. Nous sommes les mots qu'on dit sur nous. Nous sommes les mots que nous disons sur les autres. Et nous sommes aussi là ce que nous choisissons de dire de nous. Nous pouvons libérer, nous pouvons construire. On va du témoignage à l'explication. Encore une fois, récit familial, récit personnel. Ce chapitre, il a la force d'une incantation et d'une prophétie. Nous sommes les femmes de ce chapitre, nous sommes l'écrivain qui leur donne voix. Le langage fait vivre. L'identité est à chercher par la parole et par le voyage. Le chant est une création. La confiance, c'est pas l'espoir. La confiance, c'est un mouvement vers l'autre, c'est un élan, c'est ce qui ne nie pas les atrocités. Alors que l'espoir, c'est plus passif. La confiance, c'est le chemin de ce qui échappe au malheur, ce qu'on peut sauver, ce qui lie le bonheur, le réel et la vie. Donc, le passé, le présent et le futur sont liés. L'altérité est retrouvée par la transmission. On abolit les frontières spatiales et temporelles. Ce chapitre, on ne sait pas où et quand il se passe. Il n'y a pas de question du multilinguisme, mais ici, la question plutôt d'une langue pour chaque personne. Donc, ces portraits magnifiques de femmes libres, créés par des mots de célébration et par le chant du quotidien, sont portés par un homme. À la fin du roman, Joyce marche malgré les traumatismes subis. L'identité est toujours en reconstruction. Les mots, comme les enfants, sont porteurs de tous les possibles. La partie 4, c'est encore une fois portrait de femmes par des hommes, sans conflit, sans compétition. La différence, la volonté de construire, les femmes porteuses de rêves et d'espoir montrent le chemin aux hommes. Et c'est aussi une réalité très très difficile. Raharimanana, l'auteur malgache, ou malagasy, comme il nous expliquera, parle des massacres de 1947, parle d'une réalité coloniale fortement présente. Quant à Alama Bankou, c'est l'assassinat politique d'un président non démocratique et l'assassinat de son oncle accusé de complicité. La famille est atteinte. La douleur individuelle permet la prise de conscience aussi de problèmes liés au pays tout entier. Pourquoi parler de rêve et d'imagination? Dans ce cas-là, ça peut paraître superflu presque. Mais le rêve, on a vu que c'était ce qui permettait de se construire, mais c'est aussi ce qu'aucune dictature ne pourra nous enlever. L'imagination, c'est ce qui permet de rêver, ce qui permet d'être hors cadre. La jeunesse du narrateur, c'est le champ des possibles. Et d'ailleurs, Raharimanana dit qu'il porte sa coiffure afro comme un symbole d'une rébellion. Il refuse de se plier aux normes. Revenir, le narrateur, il est enfant, il est adulte, les deux à la fois. On ne le saura jamais trop. Quelques moments de l'enfance, mais pas forcément importants, mais clés pour lui, qui sont regroupés par cahiers. Les cahiers, c'est les souvenirs, la fragilité, la discontinuité et le lien. Des verbes à l'infinitif, des chapitres qui imitent presque le temps vécu. Je veux dire, quand on lit un de ces courts sous-chapitres, on a l'impression de le revivre avec l'auteur, avec le narrateur. L'identité est à construire. C'est un but, un impératif et un état de fait. Revenir vers soi-même, revenir vers un amour, revenir
pour écrire et pour réfléchir, se trouver, ne plus se nier, revenir vers son pays, dont on comprend peu à peu l'histoire et ses enjeux. Donc la recherche de soi, c'est lié à l'altérité. Une limitation et une garantie. Une limitation, on ne se sort pas de l'histoire familiale. Le père a été torturé et c'est un cadre qui est presque emprisonnant. Mais c'est aussi une garantie. On ne sera jamais totalement déraciné. Les histoires, c'est aussi les contes. Les contes, ce sont les premiers moyens par lesquels le jeune narrateur retrouve sa culture, contre l'assimilation forcée. Le conte, c'est l'expression de la minorité. Donc, c'est une vision des femmes par un regard d'enfants et de jeunes adolescents, parfois d'adultes. La première anecdote que l'auteur raconte à Saint-Malo et qu'il reprend dans le roman, c'est le choix du trou. Il est avec un grand-oncle, personnage formidable, imposant, dont il est super fier. Le grand-oncle l'a convié, lui et un certain nombre de jeunes garçons. Ils doivent choisir un animal dans le troupeau de zébus. Les jeunes garçons vont tous vers ceux qui sont brillants, forts, costauds. Et ne m'accusez pas de cliché, c'est l'auteur qui le dit. Mais lui choisit immédiatement une femelle vers laquelle il se sent attiré. Au début, tout le monde se moque de lui. Et il se dit, flûte, j'ai peut-être fait le mauvais choix. Sauf que c'est lui que son oncle va féliciter. Puisqu'il dit que les autres avaient choisi la force, la puissance et la beauté, lui avait choisi la fécondité et la bénédiction, lui avait choisi le chant. Ce qui lui vaudra d'ailleurs son surnom Ira, dont on remarque la proximité avec le nom de l'auteur, Ira qui veut dire chant du monde. L'écriture, c'est la reconnaissance de l'altérité, l'écriture, c'est l'union homme-femme. Le grand-oncle, premier messager, premier conseiller, dit « Tu es d'ici et tu seras du monde entier. Tu porteras la coutume. Ton chant ira sur le monde et dira notre monde. » La prise de parole, c'est la complémentarité. Le chant, c'est la poésie, c'est l'épopée. Ira aime les récits qui s'en allaient l'entraîner loin dans l'inconnu, des récits sans limite et sans fin. Les mots sont liés au corps. Les récits d'enfance, c'est la présence du corps. Les récits d'enfance, c'est un rapport au monde plus immédiat, avec moins de distance. Évidemment, le regard prétendument naïf de l'enfant, c'est aussi l'interrogation critique de l'adulte. Pas de distance entre corps et esprit, mais une distance entre expérience et transmission. Nul mot, nulle phrase n'est capable de reproduire les images que nous avons en tête. Ira a peur de son propre chant. La voix emmène tellement loin, jusqu'à la perdition. La transmission est toujours incomplète, mais elle permet une singularité. Mais on peut se perdre en allant beaucoup plus loin que prévu. Le cahier, c'est cette fragilité. Et l'auteur choisit le français, mais se revendique comme malagasy et pas malgache. Il le dit dans le roman et il le dit dans un article du Monde qu'il nomme son abécédaire politique. Son histoire personnelle est liée au français, mais c'est aussi une histoire coloniale, violente, faite d'humiliations dont certaines persistent. Mais sa mère lui dit « Nous sommes faits du mélange. Nous sommes faits des Français qui sont arrivés, nous sommes faits de toutes les ethnies qui nous ont précédés. » Et elle insiste « Regarde comme nous sommes beaux. » Cette phrase, encore une fois dite par une femme, est à prendre au sérieux. Écouter, raconter, comprendre qui on est. Sa grand-mère, encore une fois, lui dit « Apprends d'abord à te taire et tu sauras compter. » C'est du silence qu'on extrait la parole. Conclusion du narrateur, il sut qu'il avait affaire avec l'ennemi. Donc, dire le réel dans sa complexité, l'imagination, le passé, l'histoire personnelle, qui peut faire ce qu'on appelle aussi parfois le récit national, des mots encore, mais attention, c'est trop généralisant. Une histoire personnelle devient peut-être part d'un récit plus grand, mais s'il n'y a qu'une seule voix, on retombe dans une autre forme de dictature. Celle qui aura atteint le père du narrateur, une voix libre et ensuite torturée. Un seul récit du passé, même par des interlocuteurs prétendument légitimes, c'est pas possible, c'est abusif. Les cahiers, c'est aussi ça, des instants qui disent la complexité du monde. On recherche son identité face à l'histoire nationale, on tente de la comprendre. Le féminin, c'est la minorité. On raconte l'histoire qui n'est pas celle des dominants. Et là, on pourrait dire, où est le portrait de femme? Parce que c'était mon fil directeur. En fait,
La femme est la perpétuelle absente de ce récit. C'est-à-dire qu'il dédie d'une certaine façon son récit à elle, avec un E majuscule, une divinité, la féminité, une femme qu'Ira devait épouser, qu'il a aimée, avec laquelle il a eu un enfant. Sa famille les a séparés. Il dit qu'il l'a fait revenir en France, mais on n'en est pas sûr, c'est un peu hors du temps. Est-ce que c'est un rêve ou réalité? Est-ce qu'il rêve d'autres moments ou est-ce qu'il n'en a plus? Le chapitre s'appelle Près d'elle, dans un cahier traversé, qui va du génocide rwandais à un Malien qu'on traite de Sénégali, une figure d'ogre. Les mots sont ceux qui ne sauvent pas, même s'ils sont vitaux. Ils peuvent séparer, mais c'est aussi ceux qui déconstruisent les préjugés. Sa mère lui dira avec douceur, va voir le cimetière des tirailleurs. Donc, pas de moralisation, mais une éthique, des valeurs et un constat. Et je vais vous parler un petit peu d'elle. Près d'elle, se réveille près d'elle. Il n'y a rien de plus simple. Si le sommeil est légère absence, avec le rêve en possible cheminement d'elle, le réveil est totale présence. Elle en premier soleil, la nuit qui passe au jour de ses yeux. Ira veut seulement que tout se reconduise. Telle qu'elle, elle près de lui, un juste désir qui le voit souvent partir et elle attend. Il a beau dire que c'est pour eux, que c'est pour préparer l'avenir, mais la réalité est là. Elle est présente, il est absent. Quand il part, elle lui donne tout d'elle, il l'emmène. Elle reste à la maison, vidée, corps d'attente, la vie en suspension. Quand il part, il ne sait pas quand il pourra revenir. Se réveille près d'elle, il veut promettre qu'il sera près d'elle. Toujours, il se tait. Ce serait mensonge. Dès la première fois qu'il l'avait vue, c'était comme si elle était toujours là. Elle était là quand il n'avait pas osé l'aborder. Elle était là quand il l'avait suivie discrètement. Il se mettra sur sa route, il se mettra dans son regard. Ils ne se salueront pas, mais elle était là. Elle était là quand, trop la magnifiant, il avait fait semblant de l'ignorer. 2 années où il l'avait rendue inaccessible, 2 années où il l'avait rendue inabordable. Il ne savait pas qu'il partait déjà, mais elle était là quand il courait à d'autres amis. Elle était là quand il dérivait sur d'autres rives. Elle ne pouvait plus être ailleurs quand un sourire les avait connectés une première fois. Je pourrais continuer, le texte est magnifique, mais je voudrais aussi vous parler d'Alain Mabankou ensuite. Donc, l'absence, cette femme non décrite, c'est toutes les femmes, celles du récit, les autres, les femmes connues. On pourrait dire, oui, c'est pas super, elle attend, elle souffre, une muse, mais c'est aussi sa force vitale, sa force d'écrire. C'est lui qui allège les mémoires, mais c'est elle qui lui tend la dernière corde, celle de la lire peut-être. Le chant, la féminité qui fait être, qui fait naître, et elle a un enfant. Le récit. Les mots qui se... Il y a des mots féminins. La musique, c'est elle. La mémoire, c'est elle. La force, c'est elle. L'écriture, c'est elle. Alors pourquoi partir? Parce qu'on ne peut pas construire ce qu'on est sans affronter sa solitude. À un moment, il faut s'affronter soi-même, quitte à blesser l'autre. Dire, c'est voyager, accepter la multiplicité. Comment dire la douleur et la force en faisant de la principale figure féminine la figure mystérieuse et absente du récit. L'altérité est un mystère. Mais la femme est libre, elle a choisi, elle n'est pas emprisonnée. Ira dira, liberté sans ponctuation, où s'arrête ta phrase, mon amour? Le quotidien prépare à se découvrir, la quête de soi est une dialectique perpétuelle entre le voyage et le retour, la découverte de sa propre voix ou la redécouverte, et le témoignage pour porter celle des autres. Lui écrit, lui a le rôle spectaculaire, mais il n'a pas plus de solution qu'elle. Et dans un conte pour enfants que je n'aurai pas assez de temps pour vous présenter, qui s'appelle Trois tresses, l'auteur dit de mère en fille transmettre la liberté. Une femme qui vient du monde des anguilles dit à l'homme, je t'épouse si tu ne m'appelles pas fille d'anguille et si tu ne salis pas l'univers. Ça ne va pas marcher. Mais sa fille, elle, va vivre librement, avec un jeune homme qui lui dira, tu es l'eau, je suis la terre. Donc, l'eau et la terre, l'union, il faut être prêt à mourir pour se retrouver, abandonner ses certitudes et ses repères pour se découvrir. L'eau, c'est sans garantie, sans limite. Une liberté effrayante mais nécessaire. Une quête individuelle toujours à continuer. Mais avec la terre, c'est l'équilibre.
Le masculin et le féminin construisent le champ du monde et sont complémentaires. Alors, Alain Mabanckou, un assassinat politique, un jeune homme qui dit « Je pourrais dire la vérité, je pourrais dire que le capitaine assassiné était mon oncle, mais si je le fais, je condamne ma mère. Et si je le fais pas, je suis lâche et je me renie. » Donc il trouve une parade. Il dit « Le capitaine Kimbwala Nkaya n'était pas mon oncle, mais il est devenu une cigogne et les cigognes sont immortelles. » Cette phrase est une phrase de propagande, c'est donc ambigu. On a un jeune homme embrigadé. Mais c'est aussi un acte de courage d'un enfant qui retourne le système et la propagande contre lui-même. Sans fin définitive, la liberté, les mots et l'identité sont toujours à construire. Et il nous parle d'une jeune femme. Pas maman Pauline, mais Louise, un personnage secondaire, une petite fille, une petite camarade de classe, qui dit à ce jeune homme qui n'est pas un héros, mais qui peut-être, comme le dit Montaigne, fait bien l'homme, fais-moi rêver. Dans Le Monde et mon langage, Alain Mabanckou fait l'éloge du déplacement. Donc l'absence de calme, l'incertitude du jeune narrateur lui permet d'évoluer, d'apprendre. Certes, il passe par les stéréotypes. À un moment, il va s'habiller en drapeau. Mais il s'en détache rapidement. Donc je vais vous lire un petit peu de ce chapitre. Louise est derrière nous, de même qu'Étienne et Zéphirin. Je vois tout ce qui se passe dehors grâce à cette fenêtre. Dès que les oiseaux viennent se poser et chanter sur le flamboyant au milieu de la cour, ma tête se tourne d'elle-même. J'oublie que je suis dans la classe, que M. Yoka, notre professeur de géographie, est en train de citer les noms compliqués des rivières de chez nous. C'est parce que M. Yoka parle des rivières que le chant des oiseaux me fait encore plus voyager. Et j'écris ça dans mon cahier. Je griffonne, j'ai peur que si je ne note pas ça, ces belles choses vont disparaître comme de la fumée. Et je ne m'en souviendrai pas. Je note que la fumée rejoint le ciel, mais que le vent efface la fumée et que le ciel redevient tout bleu. Et moi, Michel, je cours, j'arrive dans une clairière où Louise m'attend avec une longue robe toute blanche et des oiseaux bleus qui tournent autour de sa tête. Je sursaute quand M. Yoka frappe sa règle en fer sur son bureau. « Michel, tu rêves encore ?» Tout le monde rit, mais tout le monde ne rira plus lorsque le même M. Yoka va poser une question difficile et que je vais lever ma petite main pour répondre bien comme il faut. Et entendre le professeur me féliciter. « Bravo, mon rêveur !» Je m'en fous que dans la cour de récréation, les élèves me surnomment maintenant le rêveur. Ils ne savent pas que sur un de ces bouts de papier où elle me félicitait, Louise avait écrit avec sa belle écriture « Fais-moi rêver ». Et elle avait aussi dessiné deux cœurs, avec une ligne qui les traverse. Ça voulait dire que lorsqu'on est amoureux, les cœurs font du cheval sur l'équateur, et c'est pour ça que ceux qui ne savent pas chevaucher tombent et se font très mal. La jeune femme est liée à l'écriture par l'imagination, l'écriture que Mabanckou définit comme enracinement, appel dans la nuit et oreille tendue vers l'horizon. On ne renie pas d'où l'on vient, mais on rêve pour s'évader des cadres et percevoir le quotidien que la propagande parfois refuse. L'adolescent ne comprend pas tout, mais il y a les oiseaux. Les oiseaux qui sont un parallèle avec l'éloge de la migration qu'on avait vu en intro. Rêver, c'est créer sa propre explication du monde. La jeune femme permet de construire un monde libre. Les cigognes, symboles propagandistes, deviennent des oiseaux bleus, symboles de contes occidentaux, donc union des cultures. Cette jeune femme n'est pas décrite, mais on n'en a pas besoin. C'est un personnage marquant. Une petite scène de nostalgie, des camarades d'école, une jolie fille qui peut émouvoir, mais une scène forte parce que l'auteur joue avec des attentes. Louise, en longue robe blanche, c'est une princesse, c'est une héroïne de chevalerie, c'est un personnage littéraire. Elle est vivante et elle symbolise en même temps la littérature et l'imagination. Bon, oui, c'est un rôle féminin traditionnel, une inspiratrice qui est belle, mais on ne s'y limite pas. C'est un personnage libre et un personnage sans crainte au milieu d'une foule de garçons. C'est un personnage qui éveille, c'est un symbole. Là aussi, pas de leçon de morale, pas d'engagement direct, mais fais-moi rêver, c'est aussi pour nous. Attention, les personnages féminins sont faillibles. Maman Pauline est excessive. Elle attaque sans raison. Louise est d'ampleur limitée, mais leur rôle est essentiel. Elles font bouger les lignes. Elles symbolisent aussi l'espoir, la force de vie, un moment de grâce enfantine qui pourrait être mièvre, mais qui n'est pas ridiculisé. Le rêveur, c'est celui qui voyage par la pensée, c'est donc également l'écrivain. Dans Le Monde et mon langage, Mabanckou raconte une rencontre avec le Clésio
et dit qu'une des femmes dans le public lui a donné une définition de littérature monde. Pardon, je me suis trompée, donc dans Le Monde et mon langage, Mabankou dit « Le Congo est le lieu du cordon ombilical, la France la patrie d'adoption de mes rêves, et l'Amérique un coin dans lequel je regarde les empreintes de mon enfance. » Ces trois espaces géographiques sont si soudés qu'il m'arrive d'oublier dans quel continent je me couche et dans lequel j'écris mes livres. Le monde est ainsi devenu mon langage. Ce monde, je l'ai découvert par le biais de la langue française. Le français, la langue de découverte, du partage, si on la parle dans le monde et si on ne la limite pas au passé colonial. Pour dire le monde dans sa multiplicité et sa diversité, son passé et son présent, la violence et l'espoir, l'émerveillement et la lucidité. Alors, à l'issue de ce voyage, on n'a pas de réponse définitive. On a une identité qui n'est pas fixe, des voies multiples, des réponses à trouver, à élaborer, des itinéraires à construire. On pourrait presque remplacer identité par quête de soi. On a une histoire présente, douloureuse, mais qui n'est pas niée. L'identité se construit dans un pays, dans un passé, aux prises avec un présent. Le réel, c'est ce qui bloque, mais ce qui donne vérité et substance aussi. On peut choisir de ne pas se laisser déterminer par son passé et son lieu de naissance, mais il est illusoire de croire leur échapper complètement. Sinon, le récit individuel sera bâti sur l'illusion. L'identité, c'est l'union et la rencontre. L'union des hommes et des femmes, illustrée dans le corpus, le rôle des femmes dans la vie des hommes, les écrivains masculins qui disent la vie d'une femme, les femmes qui disent le rôle essentiel des hommes. Mais union avec les proches, les amis, la famille, identité et altérité. Un statut de femme assumé. On ne nie pas les difficultés des personnages, parfois liées à leur féminité, mais elles en font une force. Pas d'apitoiement, une observation dynamique. Voilà, à tel moment, les particularités qu'a impliqué le statut de femme pour telle personne, et voilà comment elle les a valorisées. Réalisme, optimisme, pas de généralisation, pas d'instrumentalisation. Diversité des cultures, d'une histoire très complexe à une valorisation consciente et assumée d'un monde choral. Donc, le mélange des cultures n'est pas automatique, mais la coexistence est positive. Enfin, les mots pour raconter, le récit individuel et familial, l'identité par les mots, l'identité qui se choisit, qui se dit, le mélange des langues, le choix du français, l'acceptation et la rébellion, la diversité. Et donc ces auteurs constituent une musique unique, une vision du monde. Ils n'ont pas une autre langue, on a bien vu à quel point ça serait ambigu. Ils ont une musique, comme tous les auteurs, dans toutes les langues. L'écrivain, c'est pas peut-être plus celui qui change le monde immédiatement, mais celui qui le dit autrement, le fait voir autrement, et donc peut le modifier et le reconstruire. Et c'est un appel à nous toutes et tous, puisque ce sont aussi nos mots qui construisent le récit. Notre identité, et on sait les lourdes connotations que ce terme peut avoir actuellement, c'est aussi la manière dont nous la disons et nous la construisons. Donc je voudrais finir par deux citations, une d'Alice Zeniter qui définit un pays. Elle parle d'une exposition d'un peintre fictif, homme au pseudonyme de femme, résistant algérien poursuivi par le régime, donc là non plus on n'est pas dans la catégorisation. Ce sont des pays multiples qui s'entrechoquent et s'amalgament dans les travaux de Lala. Ou peut-être justement n'est-ce qu'un pays unique. Ce que nous disent plus de 50 ans de dessin et de peinture, c'est qu'un pays n'est jamais une seule chose à la fois. Il est souvenir tendre de l'enfance tout autant que guerre civile, il est peuple comme il est tribu, campagne et ville, vague d'immigration et d'émigration. Il est son passé, son présent et son futur. Il est ce qui est advenu et la somme de tous les possibles. On accepte tout, ce qui est glorieux comme ce qui fait horreur, parce que le blackout, ça ne va pas réussir. On ne rejette pas, mais ça ne veut pas dire qu'on légitime. Ce n'est pas un relativisme. On se construit, on avance en étant honnête, on accepte ce qui est parti, ce qu'on a perdu et ce qu'on va sans doute gagner. Et donc, nous allons finir par ces mots de l'écrivain malagasy Jean-Luc Raharimanana que nous avons rencontré. Errer n'est pas se perdre, juste s'abolir des frontières et rendre possible toute étendue. Errer n'est pas se perdre quand on sait qu'une personne est là. Je vous remercie.